Bonjour, vous le savez, la chaîne a pour but de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de transfert de gènes. Get in. Les transferts de gènes jouent un rôle très important dans l'évolution. Ils permettent d'acquérir de nouvelles capacités pour suivre le stress d'un environnement, ou pouvoir se nourrir d'autres choses, entre autres scénarios. Et ça, on en a parlé. On a 3 épisodes dessus, et même une playlist dessus. Cependant, ces 3 épisodes ont un énorme défaut, où on n'a pas du tout parlé des archées. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Les transferts de gènes horizontaux décrits chez les bactéries se retrouvent également chez les archées. Mais il y en a d'autres. Il y en a 3 autres, qui semblent être exclusifs aux archées. Ces transferts de gènes, ils arrivent entre bactéries et archées et archées, ou, c'est plus rare, entre archées et eucaryotes. On note d'ailleurs un déséquilibre, avec plus de transferts des bactéries vers les archées que les archées vers les bactéries. Apparemment, ce serait dû au fait que l'incorporation de gènes étrangers serait moins coûteuse pour les archées que pour les bactéries. De plus, on a un autre biais qui vient se glisser, c'est que les archées sont moins connues que les bactéries. Et ces transferts de gènes, ils ont un impact énorme sur l'évolution au global. J'ai plusieurs épisodes qui évoquent ça, notamment pour le CESS, ou les méthanogènes. Une autre info concernant le transfert de gènes est que les Tomarchaeota et les Euryarchaeota, qui ont entre 24 et 30% de leur génome, proviennent des bactéries. Aussi, il est important de noter que ces transferts de gènes sont un truc qui arrive toujours, et donc dans 100 000 ans, on aura l'occasion d'en reparler. Enfin, quelqu'un d'autre va en reparler. On sera tous... on sera pas là. Une observation qui vient supporter l'hypothèse que les archées ont piqué plein de gènes aux bactéries, c'est le fait que de manière générale, les méthanogènes, les euryarchées et les tomarchées ont leur origine très loin dans l'arbre du vivant. Ça veut dire que ce sont des organismes qui ont une origine très ancienne, chez des archées dites mésophiles. Oui, mésophiles, c'est pour dire que c'est des organismes qui aiment bien les conditions de vie moyennes. Nous sommes plus ou moins mésophiles. Bref, et ces archées mésophiles auraient grappillé tout un tas de gènes chez les bactéries extrémophiles pour devenir les archées extrémophiles. On va parler des bactéries des archées extrémophiles un jour, prochainement. Mais bon, faut que je peaufine un peu tout ça parce que c'est un sujet vachement cool. Enfin bref, étant donné qu'on estime que les archées se sont développées à partir de milieux extrêmes, le fait que des mésophiles se soient développés par le biais de transfert de gènes venant d'extrémophiles, ça fait un peu sens. Par exemple, la découverte chez certaines archées extrémophiles de gyrases bactériennes. Une gyrase, c'est une enzyme qui va moduler la tension du brin d'ADN. C'est un mécanisme de protection de l'ADN. Et vous allez me dire à quoi ça sert une gyrase ? Eh bien, en cas de forte température, l'ADN va se dérouler. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et donc cette gyrase, d'origine bactérienne chez les archées et aussi chez les bactéries, va protéger l'ADN d'être complètement déformé. Un autre argument, c'est que les archées mésophiles ont des protéines chaperonnes, des protéines qui protègent l'ADN et le gardent dans de bonnes conditions. Elles vont chaperonner l'ADN, le guider, le protéger, garder un œil dessus. Bref, elles vont littéralement chaperonner l'ADN. Et ces protéines viennent de bactéries et seraient absentes chez les archées hyperthermophiles. Enfin, ce type de chaperonne. Parce que les thermophiles ont aussi des chaperonnes. Mais c'est pas les mêmes. Bon, maintenant qu'on a fini l'intro, rentrons dans le dur des archées, ou plutôt des transferts de gènes chez les archées. Alors on va commencer doucement, puisque les 3 mécanismes dont je vais parler, on en a déjà parlé avant. Donc, ça va être plutôt simple. En effet, la conjugaison, la transformation et la transduction, elles ont chacun un épisode. J'ai même dû réuploader l'épisode sur la transduction, parce que je pense que YouTube n'a pas aimé le titre original. Enfin bref, si vous n'avez pas vu ces 3 épisodes, ils sont toujours sur YouTube. Et si vous les avez vus, dites-le moi en commentaire. Ça m'intéresse. En vite fait, la conjugation, c'est quand un micro-organisme va choper de l'ADN de son milieu. Il va l'intégrer à son génome. En gros, il y a un petit bout qui traîne et il l'assimile. Pour faire un parallèle, c'est comme quand vous passez dans votre cuisine et que vous vous empiffrez la boîte de gâteau qui traîne dans votre environnement, dans votre cuisine. L'accident bête. La conjugaison, c'est quand 2 bactéries vont se transmettre un morceau de génome via un tube, et la bactérie receveuse va l'intégrer à son génome. Pour reprendre l'exemple de la boîte à gâteaux, c'est comme si votre coloc avait ses 10 gâteaux et commençait à vous enfiler. Enfin, il va vous donner des gâteaux. Le reste, ça me regarde pas. Et la transduction, c'est quand un virus va servir de moyen de transmission pour un gène. Et ce gène va être intégré au génome de l'autre. Imaginez que vous commandez un truc en ligne et qu'en plus dans votre colis, vous avez une boîte à gâteaux. Et ça, c'est les généralités. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, qui sont pas beaucoup plus compliquées.
Dans un premier temps, on va parler de vésicules. En effet, des organismes appelés les thermococcales s'échangent du matériel par le biais de vésicules. C'est comme des petites bulles de savon, sauf que là, ce sont des membranes qui bourgeonnent et qui vont faire des petites bulles qui vont se retrouver dans l'environnement et contenir un bout d'ADN. Les Aloarchaea aussi utilisent ce système. Et enfin, les sulfolobales vont échanger de l'ADN de manière spécifique aux organismes de leur espèce, lorsque ceux-ci vont former des agrégats, couplés à un mécanisme appelé CED, qu'on verra peut-être plus tard. Oui, il y a aussi du racisme chez les micro-organismes. C'est pas une bonne raison pour le faire non plus. Ce mécanisme de vésicule membranaire, il est vu comme quelque chose de très ancien, et serait peut-être responsable de l'apparition des organelles et de la contamination chez les eucaryotes. Ce mécanisme a été observé chez les archées thermophiles. Les thermococcales peuvent échanger de l'ADN chromosomique ou plasmidique. L'intérêt de ces vésicules, c'est qu'elles protègent extrêmement bien l'ADN des agressions extérieures, comme la température, voire même les DNAs, des enzymes qui sont spécialisées dans la dégradation de l'ADN. Ce mécanisme permettrait également un transfert de matériel viral, sans infection. La vésicule va se créer par bourgeonnement ou par fragmentation du cytoplasme de la cellule, qui va se décrocher et donc va vivre sa vie. Le second mécanisme, c'est l'utilisation de pseudopodes, des espèces de petits bourgeonnements de la membrane comme des petits tentacules. Les pseudopodes sont des extensions de la membrane qui vont permettre à notre archée de transmettre son matériel génétique. Ces structures sont différentes des pili, qui aident les micro-organismes à capter des informations provenant de son environnement et faciliter les échanges, ou des flagelles, qui servent à se déplacer. Ne confondez pas les trois, pseudopodes, pili et flagelles. Ce mécanisme de vésicule, il apparaît très tôt dans l'arbre de la vie et est toujours quelque chose de très utilisé dans le vivant. On a décrit ce mécanisme chez les Aloarchaeota. Il y a une trentaine d'années, on s'est rendu compte qu'une archée appelée Halopherax volcanii échangeait du matériel génétique entre mêmes cellules de manière bidirectionnelle, dépendamment du contexte cellulaire. Volcanii fait des biofilms où il y a beaucoup d'échanges d'ADN. En même temps, c'est un des pairs que des biofilms. On verra ça dans un autre épisode. En conséquence, les biofilms représentent un micro-environnement dans lequel évoluent nos microbes favoris, et dans lequel ils échangent plein de trucs. Et en 1989, des ponts de cytoplasme ont été observés entre deux cellules. Et ces ponts permettent le transmettre d'ADN entre cellules. Comme il a été démontré que plusieurs ponts cytoplasmiques connectaient deux cellules en même temps, la conjugaison bactérienne classique a été exclue en tant que mécanisme de transfert, vu que quand il y a conjugaison, ce n'est que dans un seul sens. Et dans ce cas-ci, c'était dans les deux sens. Cela a ensuite été étayé par la découverte que l'ADN chromosomique et plasmidique étaient échangés à des fréquences similaires, ce qui contraste avec la conjugaison bactérienne, dans lequel il n'y a que le plasmide de transmis. Et c'est à partir de ça, puis d'autres observations plus tard, que l'on a établi un mécanisme de transfert d'ADN par contact de cellule à cellule. Ce qui différencie en plus de ce mécanisme de la conjugaison, c'est que l'échange se fait dans les deux sens. Ce mécanisme reste peu exploré, mais on en sait déjà assez pour dire que c'est une curiosité. En effet, durant le processus, on va se retrouver avec des cellules archéennes qui se retrouvent diploïdes, c'est-à-dire que les cellules impliquées vont pour un temps avoir deux copies de leurs chromosomes. Un peu comme nous, on a deux jeux de même chromosomes de nos cellules. Sauf que ce coup-ci, on aura une hétérogénéité, puisqu'on a deux génomes différents. Et par génome, j'entends le chromosome, mais aussi le plasmide, s'il y en a un. Et chacun de ces composants de ces génomes peuvent se retrouver divisés de manière différente, pas forcément égale, ce qui va accroître la diversité de la population. Les dommages à l'ADN, ce n'est pas ouf. On a parlé des mutations avant, il y a toute une vidéo là-dessus. Et on a déjà parlé de certaines contre-mesures pour éviter que ça entraîne la mort cellulaire, ce qui n'est pas ouf non plus. Mais aujourd'hui, on va en voir une autre. Quand les sulfolobus subissent des dégradations de leur ADN, elles s'agrègent, elles s'agglomèrent entre elles. Ça leur permet de se transmettre leur ADN d'une cellule à l'autre, afin de réparer leur ADN. Un peu comme les organismes radiorésistants, dont on a également parlé sur la chaîne. Certains gènes induits par les UV, donc des trucs qui tabassent un peu l'ADN, font partie d'un groupe de gènes qui encodent pour des pili, qui sont induits dans des mécanismes d'injection de matériel génétique. Si vous êtes perturbé par les pili, retenez que ce sont des poils de microbes. Ou allez voir l'épisode dessus, ça peut être encore plus simple. Retenez juste que les microbes ont des barbes. Et dans les gènes qui sont exprimés en cas d'exposition aux UV, on a les gènes dits UPS, UV Induced Pili of Sulfolobus, que on les trouve chez Sulfolobus, qui sont un groupe de gènes très conservés chez les sulfolobales et qui déterminent l'expression des pili induits par les UV. En même temps, c'est dans le nom.
donc ça n'a rien d'éclatant jusque-là. Mais il dirige aussi la formation des agrégats cellulaires après des dommages à l'ADN. On a aussi remarqué que les sulfolobus, qui ont perdu la capacité de synthétiser ces pili, ont plus de mal à se développer que des cellules classiques, ce qui induit que ces pili sont essentiels pour l'agrégat et le transfert d'ADN. Il est même théorisé que, puisque ces pili sont en charge de l'agrégat, ils sont également impliqués dans la reconnaissance cellulaire pour reconnaître leurs petits camarades. Une observation intéressante est que la synthèse de ces pili sont également induites dans les biofilms. Oui, parce que ce n'est pas parce que ces gènes ont été découverts comme étant induits par un truc que c'est forcément le seul truc qui induit ce gène. Bon, on a vu le système UPS, voyons maintenant le système SED. Ce système est, comme le système UPS, induit par les UV. Le système SED, pour Crenarchaea System for Exchange of DNA, a été décrit chez les Crenarchaea. Non mais vous voyez, je passe mon temps à dire que la microbiologie c'est simple, et même dans les noms qu'on donne, ça reste simple. Enfin bref, ce mécanisme de SED se trouve donc exclusivement dans le phylum des Crenarchaeota. Les protéines SED sont des protéines transmembranaires qui contribuent à l'échange de matériel génétique, qui sont donc des homologues d'autres protéines transmembranaires retrouvées chez les bactéries ou les virus. Et rappelez-vous, on en a parlé quand on a parlé des vésicules, parce que ce système sert aussi quand les archées produisent des vésicules. Tout est lié. Et ces deux systèmes semblent travailler en concert. Non pas ce genre de concert. Mais comme on a ces deux systèmes qui sont activés par les UV, pas forcément on se doute qu'ils vont fonctionner ensemble. Le mécanisme est encore un peu flou, mais en gros, on a une agrégation cellulaire dans un premier temps, dépendant de l'opéron UPS, puis l'ADN du donneur est exporté, mais on ne sait pas comment, tandis que l'importation est rendue possible par les protéines CED. Ah oui, et un opéron, c'est un groupe de gènes qui opèrent dans le même but. On en a déjà parlé ça aussi. On a parlé de tellement plein de trucs. Comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est un mécanisme encore un peu flou. On ne sait pas si c'est de l'ADN simple ou double brin par exemple qui est exporté. En plus, ce mécanisme est unique dans le sens où il n'a pas été observé chez d'autres organismes. Du coup, il est vraiment uniquement unique. En conclusion, les transferts de gènes horizontaux sont un sacré gros truc d'un point de vue évolutif. On retrouve des gènes d'archées chez les bactéries et des gènes de bactéries chez les archées. C'est assez commun, pour pas dire à tous les coups. Cependant, le domaine des archées reste sous-exploité du point de vue de la recherche. La preuve, c'est que de nombreuses reprises, je vous ai dit que tel ou tel mécanisme reste flou, demande plus d'attention, et accessoirement plus de pognon. Néanmoins, on a vu que les archées partagent également les mêmes mécanismes de transfert de gènes horizontaux, mais qu'en plus elles se payaient le luxe d'en avoir plus que les bactéries. Imaginez un peu tout ce qu'on va découvrir d'ici une dizaine d'années. Merci d'avoir regardé cet épisode, merci de me suivre sur YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, c'est important, ça fait vivre la chaîne et moi ça me fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos et plus de microbes.